j'ai même pas imaginé songer au marathon, enfin à allonger la distance en fait. C'était pas du tout d'actualité quoi. Je me disais bah ok, je ferais peut-être un autre semi, mais voilà, ça s'est un peu arrêté là comme ça. Le fait d'être marathonienne, pour moi, ça s'est pas joué le jour du marathon. C'est ma course épique à moi. C'est pas ce jour-là, c'est ce qui a précédé la prépa, le jour et l'après. C'est là c'est en ça que c'est pour moi vraiment quelque chose d'épique et de singulier. Je suis sur les Champs-Élysées, donc j'ai vécu 30 ans à Paris, donc sur les Champs-Élysées, moi j'ai plein de souvenirs quoi. Et j'aurais jamais imaginé me retrouver là au milieu, au départ d'un marathon. Moi, les marathons, j'avais déjà vu quand j'habitais Paris, j'avais déjà vu des coureurs du marathon, je les avais croisés dans la rue, j'avais peut-être vu le départ à la télé quoi, mais me retrouver là à cette place-là, c'était quand même improbable. Et je regardais les autres autour de moi, en se disant, oh là, mais ouais, on va tous vivre cette même aventure. Et donc je dis juste rapidement à mon compagnon, oh, je sais pas ce qui se passe, j'avance plus et tout, ma montre elle doit être cassée. Et il m'a donné le meilleur conseil possible à ce moment-là. Il m'a dit, retourne ta montre, la regarde plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je les ai laissés à ce moment-là. Et là, je suis vraiment rentrée dans ma bulle. C'est le cas de le dire, parce que c'était une bulle quasiment amnésique. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire: vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Vous le savez, Course Épique tient à partager les destinées d'athlètes émérites, de coureurs confirmés, mais aussi celles d'anonymes passionnés. Pour ce nouvel épisode, je tenais à vous faire vivre cette grande aventure que peut être un premier marathon. Course Épique a donc lancé en partenariat avec ASO un appel à candidature pour récolter le témoignage d'une coureuse qui participait pour la première fois à un marathon. J'ai ainsi le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Églantine Chénaud, une autrice et illustratrice de BD de 38 ans. Pour Églantine, la course à pied a toujours été tout sauf une évidence. Elle va nous raconter comment elle s'est peu à peu prise au jeu, en allongeant progressivement les distances, jusqu'à franchir un jour ce pas longtemps impensable, de se lancer sur la distance reine de la course sur route, le marathon. Vous l'entendrez, Églantine nous livre avec beaucoup de spontanéité et d'humour ce chemin qui l'a menée jusqu'à la ligne de départ du marathon de Paris 2019, ce qu'elle a ressenti pas à pas, le temps de ses 42 km sur le bitume parisien, et finalement, tout ce que ce marathon a changé dans sa vie personnelle et professionnelle. Ce marathon a tellement marqué Églantine qu'elle a décidé d'écrire une BD sur le sujet, un projet qui l'occupe depuis 2 ans maintenant. Elle y partage son expérience personnelle, mais aussi les témoignages d'une dizaine de coureurs ayant vécu leur premier marathon eux aussi cette année-là. Avec en toile de fond, une question fondamentale qui l'interpelle. Pourquoi se décide-t-on un jour à courir son premier marathon ? Qu'est-ce qui a réuni ce jour-là sur la ligne de départ ces coureurs aux profils si différents et aux histoires singulières ? Je ne vous en dis pas plus. Églantine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Case Départ. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Églantine, bienvenue dans ce 29e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, ça va super bien. Et toi ? Ça va plutôt bien aussi. Avant de parler plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? J'ai 38 ans, j'habite en lisière de la forêt de Fontainebleau depuis quelques années, avec mon compagnon et nos 2 enfants. Et je suis illustratrice, dessinatrice, quoi, et autrice BD de bande dessinée, donc. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant puis ado ? Est-ce que le sport avait une place dans ta vie à ce moment-là ? Rien, mais du tout. C'est-à-dire vraiment le néant absolu.
Pourtant, j'allais pas mal à Chamonix en vacances, donc terrain de randonnée, tout ça. Mais il fallait me traîner, donc j'aimais vraiment pas du tout l'effort physique, les cours de PS, c'était l'enfer. Donc jusqu'à jeune adulte, j'ai même pas fait d'activités périscolaires, sportives, un peu de poney, mais vite fait quoi. Et en revanche, depuis 10 ans, par mon métier, je suis en télétravail et en confinement constant. C'est vrai que j'ai ressenti quand même pas mal de besoin de sortir, de bouger un petit peu pour pas rester toute la journée assise et enfermée. Donc j'ai cherché depuis 10 ans une activité sportive qui pourrait me correspondre. Est-ce que tu peux nous raconter comment la course à pied plus spécifiquement a fait éruption dans ta vie? Est-ce que c'est un choix par défaut, sans enthousiasme particulier? Sans enthousiasme, même, j'imaginais même pas, je savais même pas trop ce que c'était que la course à pied, quoi. Donc, quand j'étais, parce que j'ai vécu 30 ans à Paris. Donc, à Paris, j'ai essayé plein de trucs différents, je sais pas, de la boxe française, du fitness, des tas de machins, jusqu'à trouver la gym suédoise plutôt attrayante. Tu vois, gym suédoise, truc assez parisien. Qui me convenait bien niveau cardio, on pouvait y aller un peu quand on voulait, tout ça. Donc ça, c'était vraiment impeccable pour moi. Je pense que je me serais jamais mise à courir si d'ailleurs j'avais continué la gym suédoise. Sauf que j'ai été contrainte d'arrêter parce que à la naissance de notre fille, on a déménagé. Donc on est arrivé dans la forêt. Et dans la forêt, il n'y avait pas de cours de gym suédoise. Et donc du coup je me suis retrouvée mais complètement de nouveau à zéro quoi, c'est-à-dire que j'avais enfin réussi à faire une petite routine sportive et puis là je savais pas quoi faire de ces grandes forêts, de ces grands espaces. Et un jour d'hiver, il faisait très très froid. Donc à l'heure du déjeuner, comme habituellement, je vais marcher un petit peu, voilà, pour prendre l'air. Et j'ai tellement froid, je suis en grosse doudoune et tout, que je commence à taper un petit sprint. Voilà, et comme une enfant quoi, le truc, je courais, j'étais toute seule au milieu des écureuils, tout ça. Et donc je cours 20 mètres, hein, puisque je suis rapidement tombée. Et tu es épuisée. Voilà, plein de points de côté, genre truc horrible, en me disant mais pourquoi ils courent les gens, c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, donc première grande expérience de course à pied. Sauf que quelques jours après, curieusement, j'y suis retournée, j'ai refait la même chose jusqu'à le faire plus ou moins régulièrement. Alors c'était peut-être, je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, je sais pas. Mais j'ai commencé à me prendre plus ou moins au jeu. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc tu es amené à pratiquer la course à pied de plus en plus régulièrement dans ta vie, et puis il y a un premier marqueur, une première étape importante dans ta vie de coureuse, qui est la fois où tu as franchi la première heure de course, qui est un cap important pour toi. Super important, parce que donc je courais sans montre à mon poignet. Je parle même pas de montre GPS, je parle de montre du tout quoi. Et un jour, à force de persévérance et d'alterner les moments où je courais un peu plus vite, un peu plus lentement, marcher, tout ça, j'en viens à courir plus longtemps et à me dire mais attends, là j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis en train de courir. Je regardais même sur dans les voitures, j'essayais de voir l'heure pour avoir une idée de combien de temps j'avais couru, et puis je passe enfin la porte de chez moi, je me précipite vers l'horloge et là je vois que j'ai couru 1 heure. Et ça m'a procuré une émotion, la première fois en fait que physiquement je ressentais ça pour un effort physique quoi. C'est une satisfaction, une fierté, un truc qui m'a vraiment marqué. Si bien que la nuit qui a suivi, je me rêvais en championne olympique. Je me rêvais que j'étais en train de courir. C'était absolument improbable. Mais c'est vrai que ça a été le tournant qui a fait que je me suis un petit peu accrochée après à ce sport-là. Et donc l'étape d'après, qui est d'ailleurs pas une étape obligatoire, c'était une inscription à ta première course. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a décidé à franchir le pas et à t'inscrire à cette première course ? J'avais pas du tout envisagé l'idée d'une compétition. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, ni même vraiment que ça existait.
Mais un jour, je me promène dans les rues de Fontainebleau et je vois une affiche qui annonçait la foulée impériale de Fontainebleau, donc qui est un 10 kilomètres. C'était peut-être 2 mois après. 10 kilomètres, honnêtement, j'avais aucune idée de ce que ça représentait, vu que je ne courais pas avec une montre. J'avais vaguement l'idée que c'était entre les 5 km heure que tu marches et les 15 km heure que tu roules à vélo, quoi. Voilà, grosso modo. Mais franchement, je savais même pas si j'avais déjà couru cette distance-là. Mais je me suis inscrite. Et donc, je me présente, je vais chercher mon dossard et le lendemain, premier jour de la course, dans le sas de départ. Et là, déjà, je me rends compte que j'ai peut-être fait une petite erreur parce que mon dossard, moi, je l'avais épinglé sur le dos, puisque dossard, quoi, voilà. Et je pense que j'étais la seule dans ce cas-là, et j'ai rapidement compris mon erreur. Mais ce qui m'a vraiment frappée dans ce sas de départ, c'était tous le profil de gens hyper différents qui étaient là en famille, qui étaient entre amis et qui venaient un peu comme pour une fête, quoi. Et que moi jusqu'ici, quand je pensais à une course en compétition, je ne voyais que des athlètes, des sportifs qui se la racontent un peu, suréquipés, qui veulent battre un record. Moi, j'avais qu'une peur, c'était arriver dernière. Je sais pas, qu'on me jette des cacahuètes, qu'on n'attende pas, je passe la porte. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je me faisais tout un délire, un fantasme. Et là, je me retrouve avec tous ces gens qui avaient l'air très normaux, en fait. Et ça a été la première image qui m'a vraiment marquée. Et au départ aussi, c'est cet instant où la personne qui fait l'ambiance, quoi, va lancer le départ et lance un clapping. Donc tout le monde, voilà, met les bras en l'air, commence à taper des mains. Et là, j'ai été surprise par l'émotion, pareil, que ça m'a procuré, un peu comme quand tu fais partie d'un orchestre ou voilà d'une chorale où on est tous ensemble et que on va jouer la même partition, quoi, si je peux filer la métaphore. Et finalement, la ligne de départ, je l'ai passée presque les larmes aux yeux déjà, vraiment super émue par ça. Puis je fais voilà, la petite course, elle se passe classiquement, pareil, encore étonnée par tous ces gens qui se soutiennent, qui se font des sourires, voilà. Et puis je passe la ligne d'arrivée et on me donne une médaille, quoi. Je suis arrivée près de ma fille avec ma médaille. Ma fille, elle m'a dit c'était le jour de ses 3 ans d'ailleurs. Et elle m'a dit maman, t'as gagné la course. Mais je suis tellement d'accord avec elle. Pour moi, quelqu'un qui a une médagne, c'est quelqu'un qui gagne la course, quoi. Tu vois, c'était fou. Donc en fait, Ce qui est vrai, tu as aussi gagné la course. Ben oui, sauf que tu gagnes ta course personnelle. Et ça, moi, je l'avais pas du tout compris ni envisagé dans ce sport-là. Et donc la course à pied, elle gagne de plus en plus de place dans ton cœur au fil des semaines et des mois. Tu connais ensuite un second moment particulièrement marquant à l'occasion de ta deuxième grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter l'espèce de bascule qui s'est passée dans ta tête à ce moment-là et peut-être de prise de conscience de la place que tenait la course à pied pour toi ? Ouais, c'est ça, j'ai fait quelques petits 10 kilomètres, par-ci par-là. Je gardais un peu ces événements-là. Je voulais pas les faire trop fréquemment pour garder un petit peu ce plaisir intact. Et puis à côté de ça, je continuais mes sorties qui étaient jamais vraiment un plaisir, quoi. J'ai jamais été très dépendante à la course à pied. Moi, les endorphines, tout ça, ça passe pas trop. Ça te parle pas, ouais. Bah non, ça me parle pas, quoi. Ce truc de dépendance, franchement. Moi, c'est à chaque fois, tu vois, le matin quand je dois aller courir, je me mets en tenue parce que je sais que même si je cours qu'à l'heure du déjeuner, je sais qu'il y a un moment donné où je vais être obligée de me changer et de me laver, quoi. Donc je me dis puisqu'il faut que je fasse tout ça, je vais courir et puis voilà, après je continuerai ma journée. Mais c'est pas un plaisir vraiment physique, quoi. Et donc je continuais un peu. Puis à ce moment-là, au niveau compétition, j'avais un petit peu je pensais pas du tout aller plus loin. Et donc je tombe enceinte, ma deuxième grossesse. Et cette grossesse-là, elle déjà ça m'a toute la symbolique, enfin tout ce que tu vis pendant une grossesse, ça m'a beaucoup rappelé ce que tu ressens et tout pendant avec la course à pied, quoi. Il y a un côté très
c'est physique sur plusieurs mois. C'est un vrai truc. Grossesse, c'est un vrai truc de marathonien, quoi. Tu fais une prépa à l'accouchement. Il y a l'accouchement lui-même. Bah, franchement, c'est jour de marathon, quoi. Hein, tu vois. Moi, je pense Sauf que t'as pas la médaille à l'arrivée. Ah bah attends, t'as un bébé. Bon, il fait plus de bruit. Encore plus beau. Il fait plus de bruit qu'une médaille, hein. Mais bon, elle est pas mal la médaille quand même. Si, c'est pas mal. T'as pas le t-shirt du finisher, quoi. Voilà. Mais bon, il y a quand même, ça m'a beaucoup marqué cette corrélation entre les deux. Et surtout, à chaque fois que dehors je croisais des coureurs, je sentais une certaine animosité me parcourir l'échine. Limite, j'avais un petit peu envie de les insulter gentiment. En tout cas, je le faisais dans ma tête, hein, voilà. Je suis pas allée au bain. Mais je me suis rendu compte que j'avais absolument rien contre ces gens qui étaient des parfaits inconnus, qui avaient le droit de courir et que c'était super, mais qu'en fait moi ça me manquait, quoi. Je me suis rendu compte que c'était devenu finalement un peu un besoin. Et donc quand mon fils est né, quelques mois après, je me rappelle lui avoir susurré à l'oreille, lui avoir fait une grande révélation et lui dire tu vois, dans quelques mois il y a le semi-marathon de Paris. Et je vais m'inscrire. Donc je crois qu'il m'a répondu Berk et qui en tout cas il a répété. Je voulais dire vas-y maman, je suis avec toi. Oui, bien sûr. T'es la meilleure. Il le savait déjà. Merci beaucoup pour cette introduction, Églantine. On va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il ? Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est un personnage masculin. Et c'est MacGyver. Tu te rappelles de MacGyver? Je vois bien, mais oui, avec série mon montage. Série des années 80. Voilà, et ce personnage-là, tu sais pas, il m'a toujours un peu marqué. Quand j'étais enfant, j'ai souvenir d'y jouer en cours de récré, tu vois. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est son côté, il bricole comme ça avec ce qu'il a sous la main. Il cherche des solutions avec de façon un peu artisanale, quoi. Il construit son petit truc et puis il arrive à ses fins comme ça. Mais c'est pas un super héros, quoi. C'est quelqu'un de très modeste, quoi. Mais il a une classe folle avec son mulet et sa coupe de cheveux à nul autre pareil. Sublime. Je suis sûre que j'en étais amoureuse, en fait, tu sais. L'inconscient. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il ? J'ai pensé au castor, qui finalement est pas très éloigné de MacGyver. D'ailleurs, un castor avec un mulet, ça vaut une coupe mulet chez le castor. Franchement, ça peut être assez cool. Et chez le castor, il y a aussi ce côté un peu bricole, quoi, avec ce qu'il a sous la main. Il prend ses petits bouts de bois et au fur et à mesure, il va construire un barrage. Mais il y a surtout ce côté super laborieux. Il va répéter la même action. Et cette petite action, de petite action à petite action, au final, il va en faire ce grand barrage qui est capable et déjà qui lui sert d'habitat et qui va être capable carrément de détourner une rivière, quoi. Donc c'est toutes ces petites actions qui vont mener à un gros truc et voilà, ça me plaît bien. Je le trouve assez positif comme bestiole. C'est un parallèle que tu fais avec toi, la course à pied aussi, ce besoin de bosser, de suivre un cadre pour petit à petit avancer dans les différentes étapes qui t'emmèneront jusqu'à l'objectif que tu t'es fixé. Ouais, je pense que de toute façon, c'est aussi ce que m'a appris et révélé un peu la course à pied, c'est cet aspect-là de ma personnalité où j'ai pas de vrai talent au départ, mais je suis pugnace et laborieuse et je fais les choses comme ça petit à petit et je lâche pas et donc finalement j'arrive aussi à mon joli ouvrage. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une certaine forme d'admiration chez toi ? Alors des grands sportifs, moi j'ai pas une culture sportive folle puisque je me suis jamais énormément intéressée au sport, mais j'ai en tête par exemple Kevin Mayer, le
le décathlonien, parce que je trouve ça dingue d'être aussi fort en autant de disciplines différentes. Et puis je trouve que c'est en dehors des stades un gars brillant, quoi, que j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup son approche du sport et de la vie, quoi, en règle générale. Je pense aussi à Marie-Josée Pérec, qui m'a fait pas mal rêver adolescente. C'était peut-être remarque, les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement que je suivais pas mal, mais elle était extraordinaire, et j'ai un souvenir d'avoir été très en empathie avec elle au JO de Sydney, je crois. Parce que elle s'était enfuie sûrement sur la pression, ou enfin je sais pas quoi. En fait, elle avait pas tellement de raisons à donner, sauf que tout le monde se moquait d'elle, lui était tombé dessus, et j'avais trouvé ça profondément injuste. Donc ça, en fait, c'est les grands sportifs qui gagnent des médailles et tout, et donc que je trouve inspirant. Mais comme moi, je m'en fiche un petit peu de la performance finalement. Qu'on gagne des médailles ou pas, ça m'importe peu, et j'ai autant de sympathie pour un outsider, ou carrément pour un perdant, le gars qui a pas réussi à gagner ce jour-là, alors qu'il avait tout fait pour, quoi. Merci beaucoup Églantine de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, le marathon de Paris 2019. Quelques mots introductifs pour planter le décor de ce prestigieux marathon qu'est le marathon de Paris. La première édition du marathon de Paris s'est tenue en 1976. Les 42,195 km de la course étaient alors effectués exclusivement dans le bois de Boulogne. À cette époque, ce format longue distance était loin d'être aussi populaire qu'aujourd'hui. La course a ainsi réuni cette année-là seulement 126 participants. Le marathon de Paris est depuis lors devenu l'un des plus importants marathons du monde, caractérisé notamment par l'importance de son peloton. En effet, près de 145 nationalités et 60 000 coureurs viennent ainsi chaque année se frotter aux plus de 42 km de la plus mythique épreuve que propose l'athlétisme. Le marathon de Paris revêt également une dimension internationale particulièrement marquée, avec chaque année 23 000 étrangers présents sur la ligne de départ, soit environ 40% du peloton. Le défi personnel, propre à tout marathon, s'y conjugue avec une balade dans la ville lumière, conduisant les sportifs à battre le bitume sur les artères et à proximité des plus prestigieux monuments de la capitale. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la Concorde, la rue de Rivoli, la place Vendôme, l'Opéra Garnier, la place de la Bastille, le bois de Vincennes, la liste continue encore et encore. Et sur le chemin du retour, la cathédrale Notre-Dame, les quais de Seine, le musée d'Orsay, la Tour Eiffel, ou encore le bois de Boulogne avant un final avenue Foch, si tout se passe comme prévu. Un parcours qui n'est pas de tout repos, avec notamment un enchaînement de tunnels redoutés et redoutables sur les quais de Seine, ou encore une côte petite mais costaud, à l'approche du bois de Boulogne au kilomètre 34. Un exercice particulièrement délicat, alors que les participants se sortent à cet instant tout juste du fameux mur traditionnellement rencontré aux environs du kilomètre 30. Au final, ce prestigieux parcours amène les participants à traverser 7 arrondissements de Paris, à se mettre au vert lors des 2 passages dans les 2 célèbres bois de la capitale, tout cela avec la plus belle source de motivation qui soit, les encouragements des 250 000 spectateurs présents tout au long du parcours. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique, Églantine, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique. Une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités et dont tu n'auras sûrement pas la réponse. Non, c'est très bienveillant, tu vas voir. Nous l'avons dit, le marathon de Paris a vu le jour il y a plus de 40 ans. Il a plus particulièrement été en 1998 le cadre d'une innovation qui s'est depuis répandue sur les courses du monde entier. Est-ce que tu saurais me dire quelle a été cette initiative mise en œuvre pour la première fois il y a 23 ans à Paris et qui a depuis été massivement adoptée sur les autres courses ? Alors 98, c'est quand même pas très ancien. Je dirais que ça a peut-être un rapport avec le chrono, la façon de mesurer le chrono, non ? Exactement, ouais, c'est absolument ça, c'est en lien avec le temps. La réponse exacte, c'est le principe du meneur d'allure. Les meneurs d'allure, c'est ces lièvres qui sont chargés d'imprimer un rythme régulier pour qu'un groupe de coureurs puisse atteindre son objectif de temps sur une course. Si vous en avez jamais vu, il est impossible de les manquer sur la ligne de départ, il suffit de lever la tête pour voir leur oriflamme sur lequel est indiqué le temps qu'ils vont mettre à courir la distance de la course. Leur mission est simple, donner un tempo régulier en tenant compte des difficultés du parcours pour permettre d'atteindre la ligne d'arrivée avec le temps annoncé, tout en donnant des conseils et en soufflant des encouragements quand les kilomètres deviennent difficiles. On trouve donc à l'initiative de cette notion de meneur d'allure le français Dominique Chevelier. L'idée lui est venue en observant les Kenyans qui étaient tirés à l'époque par des lièvres pendant une partie de la course. Son constat était alors très simple et finalement assez naturel. Pourquoi la plus grande partie du peloton ne mériterait-elle pas d'avoir la même chose mais sur toute la distance de l'épreuve ? Le concept de meneur d'allure était ainsi né, avant d'être ensuite largement repris dans le monde entier. Bravo Églantine, tu as trouvé haut la main la réponse, en tout cas tu t'en es approché du premier coup, c'est vraiment très très fort.
Quant à moi, je suis à ma façon meneur d'allure de cet épisode pour nous mener tous les deux en 60 minutes jusqu'à son arrivée en évitant autant que possible le mur de la 30e minute. Allez, trêve de plaisanterie, on va désormais parler de ta course épique, le marathon de Paris 2019. Tu l'as touché du doigt tout à l'heure, mais ton marathon de Paris 2019 démarre en réalité l'année précédente à l'occasion du semi-marathon de Paris. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité d'y prendre part et comment tu as vécu ce semi qui s'est tenu ce jour-là dans des conditions qui étaient dantesques? Quels souvenirs tu en as et comment tout ça a finalement fini de t'amener à l'étape d'après qui a été le marathon? On voit que tu l'as couru aussi, hein, dans le côté dantesque. Je m'en souviens, j'étais trempée comme jamais. Bah oui, du coup, voilà, je m'étais inscrite, j'avais dit ça à mon fils, puis finalement, quelques semaines avant, je l'annonce un petit peu autour de moi, je vais courir un semi-marathon, comme de toute façon, autour de moi, personne ne court, personne s'est vraiment rendu compte de la distance ni rien, ça changeait pas grand-chose. Mais j'ai fait, pour la première fois de ma vie, cette préparation pour un but précis, et de rallonger un peu des distances et tout, et j'ai bien aimé le côté un peu un peu ritualisé, qui a un peu comme ça marqué mon quotidien. La prépa, c'est un truc qui m'a plutôt bien plu, et donc je suis arrivée sur le semi, je pense assez préparée, quoi, en tout cas. Et donc la journée du semi-marathon, en effet, voilà, il pleuvait à torrent à la ligne de départ. Je crois que quand je suis rentrée dans le sas de départ, parce qu'en plus je découvre moi le sas, je savais même pas que ça existait. Donc là, pour trouver le bon sas et tout ça, voilà, c'était la première fois que je participais à une course de cette envergure. Et je crois que quand j'ai mis le pied dans mon sas que j'avais enfin trouvé, là c'est là à ce moment-là que les torrents de flotte se sont abattus sur tous les coureurs. Et donc voilà, petite course comme ça dans Paris, ça déjà c'était vraiment superbe quand même, parce que je crois que finalement la pluie, moi, elle m'a pas tant gênée que ça sur le moment, alors que j'avais aucun équipement, j'avais rien sur la tête, j'avais pas une veste imperméable. D'ailleurs, le lendemain, j'ai attrapé la grippe. J'ai été malade comme un chien pendant plusieurs jours, tu vois. Mais sur le moment, vraiment, ça m'a pas gênée. D'ailleurs, je crois qu'en règle générale, courir sous la pluie, c'est marrant. Ça, j'ai toujours l'impression d'aller un peu contre les éléments, de faire un truc vraiment incroyable. C'est pas un truc qui me gêne tant que ça, quoi. C'est difficile de se motiver, mais sur le coup, ça va, quoi. Et donc, semi-marathon, je l'ai passé vraiment le sourire aux lèvres. Ça m'a vraiment plu. J'étais bien prête et tout. Et puis à l'arrivée, m'attend mon compagnon et notre fille sous la pluie. Ils ont été héroïques. On peut le dire. Ouais, mais voilà, je passe la ligne d'arrivée encore une fois en larmes, encore une fois cette émotion un peu folle d'avoir accompli ça, alors que j'y avais même jamais rêvé, en fait. C'est même pas que je m'en sentais pas capable, c'est que j'y avais même pas pensé, quoi. Et donc ça, c'était vraiment super fort. Et sauf que les jours qui ont suivi, j'ai eu un petit coup de blues, un petit coup de déprime sportive, quoi. Bah voilà, l'objectif il est passé. Bah et maintenant, qu'est-ce que je fais, tu vois. C'était je voyais pas manquait un aller objectif. plus loin. Bah oui, j'ai même pas imaginé songer au marathon, enfin à allonger la distance, en fait. C'était pas du tout d'actualité, quoi. Je me disais OK, je ferais peut-être un autre semi, mais voilà, ça s'est un peu arrêté là comme ça. Enfin, c'était un peu le petit coup de blues. Et comme j'avais besoin de me rattacher un petit peu nostalgique à cette journée-là, je me plongeais un petit peu dans les photos de ce genre de course. Et puis, comme souvent dans ma vie, j'en ai fait une petite BD quand j'ai des trucs à dire, des trucs voilà à retenir. J'ai fait des petits dessins et puis j'ai des petites archives comme ça personnelles. Donc je me suis fait une petite planche de quelques cases de BD qui racontaient cette journée-là. Et puis comme ça par hasard, je me suis dit pourquoi pas, je vais le partager aux organisateurs du semi-marathon. Et ça leur a plu, ils l'ont partagé sur leur réseau, et surtout sur la dernière case de cette BD là, j'avais fait une boutade, mais c'était pour clore en fait la page. Je disais juste tiens, si l'année prochaine je courais un marathon, mais sans y croire un quart de seconde. Voilà, c'est ce truc, c'était juste à la fin. Et le problème, c'est que ils m'ont pris au mot.
et que comme les organisateurs du semi sont également ceux du marathon, et ils m'ont dit mais bien sûr, du coup, on va te lancer ce défi-là et on va t'offrir ton dossard pour le marathon de Paris 2019. Te voilà prise au piège. Et donc là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est un mélange de panique et de finalement cet objectif qui te dépasse un peu, ou c'est entremêlé avec beaucoup d'excitation et finalement peut-être un objectif qui te manquait ou un nouveau défi dans lequel te projeter? Quand j'ai reçu leur mail, j'ai dû j'ai dû dire un énorme gros mot et je me suis dit ah non, mais c'est pas possible. Oh, mais pourquoi? Mais c'est non, tu vois, enfin, une espèce de mélange comme ça. Et puis tu sens qu'il y a quand même une petite voix dans ta tête qui te dit ah c'est quand même bête de passer de laisser passer l'occasion quoi. Alors j'ai accepté. Mais en me disant ça va être une bonne expérience à dessiner. Voilà, je vais raconter ma prépa foireuse, si je me plante, que j'arrive pas au bout, que je le fais pas, que je me blesse et tout, au moins j'aurai des bonnes histoires à raconter. En fait, je suis partie un peu dans un truc comme ça. Et puis comme j'avais quand même sur les précédentes courses croisé des gens au profil très différents, comme je te disais, qui avaient rien à voir avec les sportifs que je fantasmais qui participaient à ce genre de compétition. J'ai eu envie en parallèle de ma prépa de lancer un appel à témoignages à des gens qui allaient courir aussi leur premier marathon comme moi ce jour-là. Et j'ai reçu beaucoup de réponses qu'en fait les gens avaient vraiment envie de raconter leurs histoires. J'ai été étonnée, très émue par tous ces témoignages, et je pense que ça m'a aussi vachement portée et un peu désinhibée. Je me suis dit voilà, en fait ils sont un peu comme moi, un peu incrédules, un peu on sait pas trop dans quoi on se lance, mais on y va tous quoi. Est-ce que tu peux nous parler d'une phase assez essentielle dans un marathon qui est la phase initiale de préparation? Comment est-ce que tu t'es organisé? Combien de temps avant t'as démarré? Puis est-ce que tu as réussi à garder la discipline? Tu nous parlais du castor tout à l'heure. Est-ce que tu as été un bon castor pour préparer cette course et arriver dans les meilleures dispositions? Castor Junior, tu te souviens de ça Ouais, dans très Donald, bien. Riri, Riri, Fifi et Fifi, Loulou, Loulou, c'est je vois moi. bien. Ouais. Ouais. J'ai été Riri, Fifi et Loulou, tu vois. Mais d'un point de vue physique et tout, j'ai été hyper studieuse. Je pense que c'est pas que j'ai pas sauté une séance, je pense que j'ai pas sauté une minute de tout. Il y a même j'ai un souvenir de ma séance la plus longue que j'ai faite en Bretagne pendant les vacances. C'était mais la tempête, il y avait un vent. Alors là, je peux te dire que le semi-marathon Il y a une de petite Paris, malédiction avec la météo et toi, j'ai l'impression, non? ouais, c'est clair. Ouais, mais en fait, ça me déplaît pas, franchement, hein. Je te dis, là, t'as vraiment l'impression d'avoir été au bout du truc. C'est pas pourquoi, hein. Vraiment, encore une fois, tout le monde s'en fiche. Mais t'as contré le truc. L'air de rien, d'un point de vue mental, c'est fou, quoi. C'est ce jour-là, quand j'ai couru ma plus longue séance dans le vent et que je voulais pas lâcher, mais même la dernière minute, je pense qu'il s'est fait un déclic. Il y a eu un déclic mental, quoi. Parce que j'y ai même repensé après le jour du marathon. Je me dis j'ai fait bien pire que là les derniers kilomètres, il fait beau et tout. Enfin c'était à ce point-là la prépa marathon je l'ai faite de façon studieuse, laborieuse, point après point. Et puis surtout c'était la première fois que je me confrontais à des séances aussi longues. Et c'est passé un peu un truc aussi. J'ai apprécié en fait l'état hypnotique, le côté un peu la bulle dans laquelle tu te mets quand tu cours longtemps. Et je me suis rendu compte que même ça m'apportait vraiment quelque chose dans ma vie de tous les jours, et même qui allait en écho avec mon boulot, parce que quand tu fais une BD, c'est le même principe que quand tu prépares un marathon. Tu fais plein d'étapes comme ça qui sont très longues, qui sont très laborieuses, qui sont pas toujours fun. Et pourtant tu continues bout à bout, et ces longs moments de préparation où j'avais juste à discuter en fait avec moi-même, soit en être dans cet état hypnotique, soit de temps comme ça où je pouvais discuter, penser à mon boulot et tout. Et maintenant c'est fou parce que je sais que si je cale d'un point de vue professionnel, j'arrive pas à terminer un boulot, à trouver une idée par exemple,
je vais courir un moment et je vais revenir et j'aurai l'idée qui se sera, tu vois, le déclic qui se sera fait, quoi. Donc la prépa a été super importante à ce niveau-là. Mais oui, juste ce que je voulais dire aussi, c'est que le jour du marathon, le fait d'être marathonienne, pour moi, ça s'est pas joué le jour du marathon. C'était ma course épique à moi, c'est pas ce jour-là, c'est ce qui a précédé la prépa, le jour et l'après. C'est là où c'est en ça que c'est pour moi vraiment quelque chose d'épique et de singulier. Pour revenir sur ta phase de préparation, donc sur cette phase initiale de ce marathon, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu es à l'issue de cette phase de prépa et quel est ton niveau de confiance, parce que c'est souvent très corrélé. Si tu as l'impression d'avoir bien fait les choses, tu te sens affûtée et prête à aller au combat. Comment tu te sens, toi, à l'issue de ces semaines de préparation ? Alors physiquement, je suis bien, pas de blessures, rien de spécial. J'ai fait les choses comme il fallait. Tu sais, j'ai pris le plan de préparation que propose le site du Marathon de Paris. C'est comment finir son premier marathon. Je suis pas allée chercher plus loin. Moi, les grandes plans d'entraînement hyper compliqués, je décroche tout de suite. En fait, ça me parle pas du tout. Donc là, je me suis dit, si des professionnels mettent ça en ligne et qu'avec ça, tu peux finir ton marathon, c'est peut-être que j'ai une chance, tu vois. Mais bon, c'était pas forcément le plus important. Je pense honnêtement que si j'arrivais pas au bout, si je devais abandonner, je sais pas quoi, ça aurait pas non plus été un drame, quoi. Mais physiquement, je suis bien, je suis prête. Je me pose pas tellement plus de questions. J'ai rêvé des milliards de fois du départ, de la course et de l'arrivée. Mais voilà, je suis prête à en découdre, oui. Mais pas non plus, pas genre combat, tu vois. C'est bon, prête. Prête à profiter. Ouais. Et comment se passe la nuit précédente, justement ? Est-ce que tu rêves de médailles, de ton arrivée ? Est-ce que tu es plus sérieusement un peu anxieuse ou est-ce que c'est une nuit comme les autres et tu ressens pas d'angoisse particulière ? Boule au ventre comme avant chaque course, mais une boule au ventre que dans la vie de tous les jours, je peux vraiment détester, tu vois, ce stress comme ça qui peut être un peu paralysant et qui, depuis que je cours, s'est transformé en quelque chose de plus positif, comme un bon track, quoi. Maintenant j'accueille plus cette sensation avec bonhomie. Voilà, je sais qu'il va se passer un truc, mon corps le ressent, mais c'est pas grave. Ok, on va faire avec, on va le faire bien. C'est le jour J, tu arrives aux abords du départ, tu es dans ton sas. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là ? Est-ce que tu es en pleine observation et tu en prends plein les yeux de ce moment un peu privilégié du départ ? Est-ce que tu es déjà submergé par l'émotion ? Comment est-ce que tu vis ces quelques minutes qui précèdent le grand départ ? Il fait un temps magnifique. Moi, j'avais qu'une peur, c'était comme les éditions précédentes, que ce soit quasiment caniculaire, qu'il fasse très chaud. Parce que moi, c'est vraiment mon pire ennemi. Autant on parlait de la pluie, tout ça, je peux gérer, mais franchement, la chaleur, c'est pas possible. Et là, il fait froid, mais très grand soleil. Je suis sur les Champs-Élysées, donc j'ai vécu 30 ans à Paris, donc sur les Champs-Élysées, moi j'ai plein de souvenirs, quoi. Et j'aurais jamais imaginé me retrouver là au milieu, au départ d'un marathon. Moi, les marathons, j'avais déjà vu quand j'habitais Paris, j'avais déjà vu des coureurs du marathon, je les avais croisés dans la rue, j'avais peut-être vu le départ à la télé, quoi. Mais me retrouver là, à cette place-là, c'était quand même improbable. Et je regardais les autres autour de moi, en se disant, voilà, mais on va tous vivre cette même aventure. J'étais toute seule et j'envoyais des textos un petit peu à la famille, aux amis. Je recevais comme ça les derniers encouragements en me disant qu'après le reste de la course, je regarderais plus les messages. Et après, c'est vrai que je crois que je l'avais peut-être un peu trop rêvé, que je me l'étais passé un peu trop en revue ce départ-là et que finalement le moment présent a un petit peu glissé, était moins émouvant que ce à quoi je m'attendais parce que je crois que le nombre de fois où pendant la préparation je courais en pensant à ce moment-là et que j'avais les larmes aux yeux, tu vois, qui montaient directement. Du coup, quand c'est arrivé, c'est comme si je l'avais déjà un peu trop vécu, quoi. Qu'est-ce que tu attends de ce marathon de Paris ? Pas grand-chose. Rien de plus que l'accomplissement
de cette préparation. Tu vois, on parlait tout à l'heure des témoignages que j'avais reçus sur ceux qui allaient courir aussi leur premier marathon. Et il y en a une qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit que de toute façon la prépa marathon c'était déjà le marathon, qu'en faisant ça on était déjà marathonien, et que finalement le jour du marathon c'était seulement le tour d'honneur, quoi. Et je trouve que c'est très très juste. J'avais pas un besoin de cette médaille, en fait. Je crois que tout l'avant ça a déjà fait de moi une marathonienne. Donc en fait j'attendais juste de ce moment-là d'en profiter, de pas trop souffrir, quoi, hein, physiquement, tant qu'à faire, mais de profiter, d'aller jusqu'au bout de mon délire, quoi. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de t'élancer ? Le passage, en fait, à l'entraînement, le maximum que j'avais couru de ma vie, c'était 2h40, c'était la séance la plus longue. Et donc après ces 2h40 là, bah je sais pas ce qui se passait, quoi. Je savais pas, c'était vraiment l'inconnu. Et même si ça me faisait, enfin j'étais pas non plus, enfin je pensais pas que j'allais m'écrouler à 2h41, tu vois. Je m'attendais quand même pas à ça. Mais bah ouais, gros saut dans le vide. Donc je crois que ma grande appréhension c'était celle-là, parce qu'après tout le parcours, je l'ai pas tellement étudié en amont. J'ai fait ça un peu comme quand tu regardes un film d'horreur en te mettant la main devant les yeux, en laissant filtrer juste quelques petites images, que du coup tout devient un petit peu flou. Bah voilà, c'était ma vision du parcours du marathon de Paris. Elle était floue, voilà. Ça y est, nous sommes le 14 avril 2019, le départ est donné. Qu'est-ce que tu ressens sur les toutes premières foulées de la course ? Alors on passe comme ça la grande arche, on s'engage tous sur cette avenue incroyable. Il y a tous les supporters qui sont très présents à cet endroit-là, avec plein de pancartes, ça crie, il commence à y avoir un peu de musique et tout. Et là, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai envie de faire pipi. Et je vais devoir tenir pendant des heures avec cette envie-là. Alors forcément, tu vois, le pipi de la peur, tout le monde connaît ça, hein, c'est grand Un classique, oui. Bah ouais, mais en général, j'arrive à m'en sortir avant, mais là, j'ai attendu longtemps dans le sas, les toilettes, elles étaient pas très attrayantes et tout. Et donc là, je m'en suis voulu à fond parce que, enfin, ça me faisait rire en même temps, mais tu vois, tu descends les Champs-Élysées, t'arrives place de la Concorde. Cette année-là, pour la première fois, hop, tu vas place Vendôme, puis l'Opéra Garnier. Tu redescends sur la rue de Rivoli, t'as le Louvre. Et pendant toute cette partie-là, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que où sont les toilettes? Tu vois, je regardais pas les bâtiments, je disais attends, les toilettes, où est-ce qu'ils ont mis les premières toilettes, quoi? Et heureusement, premier ravitaillement, kilomètre 7, des toilettes. Est-ce que tu arrives malgré tout avec cette contrariété physique? Est-ce que tu arrives à profiter du décor? Est-ce que tu t'en mets plein les yeux? Ou est-ce que tu es tellement concentré sur ta douleur ou ton envie que ça nuit un peu au plaisir? Bah, je suis joyeuse. Tu vois, quand je te dis je m'en veux et tout, d'avoir juste envie de chercher les toilettes et tout ça, mais en fait, ça me fait rire, une espèce de petite euphorie. Ouais, je rigole, quoi. Ça joyeux. Il y a plein de monde et puis en plus, il y a tous les gens qui viennent encourager, mais il y a aussi, tous les gens qui se promènent, quoi. Je veux dire, rue de Rivoli en temps normal, c'est bondé de monde, quoi. Donc ça fait plein de gens, des enfants, des plus grands, des plus âgés. Il commence à y avoir, je me rappelle de la place Vendôme où il y avait un groupe de tambours. Et alors franchement tout ce qui est un peu, tu vois, les tambours brésiliens par exemple, sur les courses, je trouve ça fait le même effet un peu que les clappings, tu vois, le côté ces percussions un peu primaires comme ça, et je trouve que c'est exceptionnel. Je remercie tous les musiciens, tous les tambours qui viennent comme ça sur les courses, peu importe le temps, pour encourager les coureurs, parce que franchement c'est vraiment toujours un vrai plaisir.
Est-ce que plus globalement, la présence du public que tu évoquais, qui est présent en nombre sur les premiers kilomètres de la course en particulier, est-ce que ça a un impact sur toi et sur ton rythme? Est-ce que potentiellement ça te donne tendance à t'emballer un petit peu? Est-ce que tu te sens porté aussi? Ouais, sûrement, oui, bien sûr, parce que du coup, tu penses pas tellement à tes jambes, à ton, tu souffres pas du tout, c'est quand même autre chose. Moi, je cours, en règle générale, toujours toute seule, dans ma forêt. Donc là, me retrouver avec des milliers et des milliers de gens qui acclament aussi bien le grand sportif de haut niveau que la petite amatrice comme moi, franchement, tu peux pas rester insensible à ça, quoi. Ça, c'est évident que ça porte, quoi. C'est le pouvoir de la foule comme ça, et il y a un côté tellement festif que oui, bien sûr, ça fait avancer un petit peu plus vite encore. À l'approche du kilomètre 11 se profile devant toi 9 kilomètres dans le bois de Vincennes. Comment est-ce que tu gères ce passage? Alors, bois de Vincennes, j'avais déjà fait un petit peu une ou deux courses, je crois, qui se passaient à cet endroit-là. Et je trouve ça assez difficile, bois de Vincennes, parce que c'est des grandes lignes droites. Tu vois vraiment à l'horizon. Donc, même si t'es au milieu des arbres, c'est un endroit où en général il y a moins de monde, puisque voilà, c'est perdu dans le bois de Vincennes. Donc, tu peux vite t'ennuyer. Et c'est un peu ce qui s'est passé au début. Et puis rapidement, je me suis aperçue que j'avais une matière à rêver autour de moi qui était extraordinaire, c'est-à-dire tous les coureurs qui m'entouraient. Et je me suis mise à les regarder, à imaginer qu'est-ce qu'ils faisaient ici, pourquoi ils s'étaient inscrits à ce marathon-là. Est-ce que c'était leur premier marathon? Qu'est-ce que c'était leurs histoires en fait? Et ça m'a fait tenir pendant de nombreux kilomètres, juste comme ça, en regardant mes coéquipiers, mes voisins autour de moi. Nous sommes désormais à la mi-parcours. Tu arrives alors en terre inconnue avec ce deuxième semi qui commence. C'est d'ailleurs une grande première pour toi puisque tu franchis pour la première fois à cette occasion la barre des 21 km en course à pied. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment où s'ouvre ce redoutable deuxième chapitre de la course? Alors, petite angoisse. Déjà, je passe le semi, et puis comme moi, je suis un bon petit diesel, physiquement, c'est le moment où je commençais à me sentir bien. C'est là, je me suis un petit peu emballée, je crois, après la porte du semi. En plus, c'est en descente jusqu'au quai de la Seine, donc tu cours facilement, plus rapidement. Donc physiquement, je me sentais pas mal. Après, tout d'un coup, en voyant l'heure, j'ai eu une petite angoisse qui m'est montée dans la tête en me disant ouais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est vraiment l'inconnu. Et pour me donner du courage, c'est le moment que j'ai choisi pour allumer mon téléphone, toute la playlist que j'avais préparée depuis des mois et que j'avais pas écoutée encore. Et en fait, j'avais attribué une chanson chaque chanson en fait me renvoyait à un événement important de ma vie, ou simplement à quelqu'un que j'aime, quoi. Donc c'était une façon de passer le reste de ce marathon en terre connue, du coup, avec des gens que j'aime, ou pour à nouveau me replonger un peu dans ma bulle et rêver à me souvenir un peu de toutes ces petites choses passées. Les Tuileries et l'enchaînement des tunnels qui s'ensuit sont réputés pour être le premier passage clé de la course, un passage particulièrement marquant pour le corps et le mental. Comment est-ce que tu vis, toi, ces kilomètres le long des quais? Alors, au début des quais, voilà, je suis vraiment dans ma bulle. Je crois il doit y avoir quelques tunnels au départ et tout. Et puis, je rentre dans le grand tunnel des Tuileries, donc celui qui est réputé pour être un peu fatal. Et donc moi je l'avais même pas envisagé avant, puisque comme encore une fois j'avais une idée assez floue du parcours. Mais donc je rentre dans ce tunnel là et c'est très sombre, ça sent assez mauvais. Il fait plutôt froid, mais moi je suis dans ma bulle, j'écoute ma musique. C'était un morceau des Rolling Stones à ce moment-là. Bon, j'étais bien et tout. Et par contre, je sors de ce tunnel et je me prends le soleil comme ça, enfin pas le soleil, l'astro lui-même, mais disons la lumière du soleil, tout d'un coup de plein fouet. Et il y avait beaucoup de gens donc qui encourageaient, qui étaient à la sortie du tunnel.
Et là, le bruit, la lumière, ça m'a agressée en fait, et je me suis sentie tout à coup assez mal physiquement, genre baisse de régime vraiment. Alors est-ce que c'était les prémices que c'était une sorte de mur un peu en avance parce que on était vers le 27 km. Je sais pas trop. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à aller beaucoup, aller moins vite parce que de toute façon, je suis franchement pas rapide, mais à perdre pas mal de vitesse et je passais mon temps à regarder ma montre en me disant mais pourquoi je vais aussi lentement, mais non mais ça va, mais en fait je vais bien. Enfin, j'étais focalisée sur ma vitesse et sur le fait que j'avais un peu la nausée quoi. Et ça a duré jusqu'à quelques kilomètres plus loin où on avait donné rendez-vous avec mon compagnon et ma fille, encore eux, les héroïques. Et donc je dis juste rapidement à mon compagnon, oh, je sais pas ce qui se passe, j'avance plus et tout, ma montre elle doit être cassée. Et il m'a donné le meilleur conseil possible à ce moment-là. Il m'a dit retourne ta montre, la regarde plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je les ai laissés à ce moment-là. Et là, je suis vraiment rentrée dans ma bulle. C'est le cas de le dire, parce que c'était une bulle quasiment amnésique, parce que sur tous les kilomètres qui ont suivi jusqu'au bois de Boulogne, en fait, je me souviens de rien. Je devais être dans un état tellement hypnotique que j'ai pas vu passer tu vois par exemple les jours qui ont suivi j'ai regardé mes photos de course et il y a une photo de moi donc je me reconnais quand même hein, je suis en train de courir hein, je le vois bien sauf que derrière moi il y a la tour Eiffel et que je n'ai aucun souvenir d'avoir vu la tour Eiffel ce jour-là mais rien du tout quoi tu vois des on voit j'ai le regard centré et tout ça et donc là pendant vraiment pas mal de kilomètres, blackout total. Pourtant j'ai avancé, hein, mais blackout. Jusqu'à l'entrée du bois de Boulogne où j'avais donné rendez-vous à une de mes meilleures copines qui a jamais couru de sa vie et qui s'est entraînée pendant quelques semaines pour pouvoir m'accompagner jusqu'à l'arrivée quoi sur ces derniers kilomètres là. Et là le fait de la voir hop, tout d'un coup, ça m'a reconnecté à la réalité. C'est le souvenir dont je me ressouviens. Je me souviens de la suite de la course à partir de ce moment-là. Est-ce que sa présence a eu un impact très bénéfique sur toi ou tu étais tellement à ce moment-là dans ta course et dans l'effort que finalement c'était chouette de pouvoir compter sur elle, mais tu étais quand même dans un défi encore très personnel et de plus en plus difficile dans les derniers kilomètres de la course? Eh ben, au fond de moi, je me disais que j'allais être hyper contente plus tard de vivre ce moment-là, d'avoir vécu en fait ce moment-là avec elle, qu'on ait ce souvenir en commun. Mais sur le moment, ça m'exaspérait quelque part. C'est que elle était super à fond, super motivée. Voilà, elle me disait allez c'est bon, tu vas y arriver. Tu sais, elle m'encourageait vraiment. Voilà, comme en même temps tout le monde l'aurait fait, hyper chouette et tout ça. Sauf que moi j'avais juste envie de lui dire tais-toi, ça suffit, je suis dans mon truc, machin. Et je me rappelle que j'égrenais des suites de chiffres. Ouais, je faisais 1, 2, non, je faisais un rebours d'ailleurs, je crois que je faisais 50, 49, 48, comme ça, et puis elle essayait de suivre mon rythme qui avait aucun sens, et puis elle faisait, ah oui, 49, 48, et tout, c'était, mais complètement absurde. Donc sur le moment, je l'ai pas vécu comme une béquille encourageante formidable, mais je suis tellement heureuse qu'on l'ait vécu ensemble, quoi. Et puis franchement, Bois de Boulogne, elle après, elle m'a même dit plus tard, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, parce que t'arrives en fin de course, donc c'est à peu près les 10 derniers kilomètres, et donc voilà, à 30 dans les jambes et tout, et c'est la cour des miracles, quoi. T'as vraiment des gens qui rampent à moitié, qui vomissent dans les coins, qui limite s'évanouissent, enfin je sais pas quoi, et puis surtout t'as je sais pas peut-être enfin moi en tout cas il y avait 80% de gens qui marchaient quoi et moi mon seul objectif que je m'étais donné c'était d'arriver au bout de ce marathon sans marcher, peu importe le chrono, ça je m'en fichais complètement, mais je voulais pas marcher, voilà, je me disais je fais un marathon en courant, voilà.
Et là, de voir tous les gens qui courent, qui marchent autour de toi, mentalement, c'est pas évident de tenir la barre. On est donc dans les tout derniers kilomètres, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un moment dans ces derniers kilomètres où tu te dis, ça y est, je touche au but, je l'ai fait, je vais réussir à aller au bout de ce premier marathon? Bah surtout pas. Je me souviens, voilà justement ma copine qui, quand on passait les derniers panneaux avec les indications kilométriques, tu vois, dire oh, regarde, il y a 41 kilomètres et tout. Je l'engueulais presque quoi. Je disais, non, tais-toi, je veux pas savoir où on est. Je regardais mes pieds, puis elle me disait regarde au loin. Je disais non, je regarde mes pieds. Et j'étais vraiment à faire un pas après l'autre. Quoi. Il y avait, c'était juste le pas d'après qui importait. Et j'ai juste le souvenir de donc on sort du bois de Boulogne et ça fait comme un virage et dans le virage donc avant d'arriver à Avenue Foch et dans le virage il y a un panneau avec écrit arrivée, enfin il y a le pictogramme arrivée et il y a écrit 500 mètres en dessous. Et là, je me retourne vers ma copine, je lui dis, mais 500 mètres, mais quoi? Ça veut dire quoi? On a couru 500 mètres? Je comprends pas, là. Ça fait quand même plusieurs heures que je cours, là. Hein. Et elle me dit, mais non, c'est l'arrivée, c'est dans 500 mètres. Et alors là, oh là là, ouais, là, pour le coup, grosse émotion, ça y est, je vais devenir marathonienne, je suis avec ma copine là à côté, ouais, là, grosse émotion qui monte d'un coup. Et donc avenue Foch, là, on s'engage et il y avait le photographe de course sur le côté. Et donc je prends ma copine par le bras et je lui dis regarde on va faire une photo historique, la photo dont qu'on pourra se montrer au coin du feu quand on aura nos petits enfants et qu'on sera toutes vieilles et tout ça et voilà donc, gros moment d'émotion et de là à ce moment-là je me suis vraiment rendu compte que j'allais devenir officiellement marathonienne. Tu boucles ce marathon en 5h14. Quelle est la première chose que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée? T'es submergé par les émotions? T'es épuisé? Qu'est-ce qui prend le dessus tout de suite? Alors, donc je vis vraiment la grosse émotion là avec ma copine là. Après, je me tape. Elle avait pas de dossard, donc elle sort. Et là, je me dis ouais, elle est méga sprint, tu vois, méga sprint sur 50 mètres, hein, donc. Mais voilà, méga sprint et tout. Je passe la ligne d'arrivée et contrairement aux autres courses, je ressens pas grand-chose. En fait, je suis complètement sonnée. Je suis là, je récupère ma médaille. Si j'ai juste j'ai eu une petite montée comme ça d'émotion qui quelques jours après m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux parce que je me souviens que la petite dame donc la bénévole qui m'a tendu ma médaille, et je lui dis ah bah vous allez faire de moi une marathonienne et elle me dit ah bah vous y êtes quand même pour quelque chose mais je vous adoube. Et j'ai trouvé ça quand j'y repense ça m'émeut encore mais sur le moment je suis un peu comme anesthésiée, tu vois, on parlait d'amnésie, d'état hypnotique et tout, bah je suis encore un peu anesthésiée et je vais retrouver mes proches, je dois fondre en larmes mais je suis pas trop, enfin je sais pas trop et je me suis pas du tout attardée en fait sur le site. Je suis même pas allée faire ma photo souvenir avec mon t-shirt finisher et ma médaille devant l'Arc de Triomphe. On a repris le métro, on est tout de suite parti. Je crois que c'est quelques jours après que les émotions et le défi accompli est remonté et où j'en ai vraiment pris conscience quoi. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ce marathon? Si je te parle de marathon de Paris, spontanément, la première chose qui te vient à l'esprit, quelle est l'image que tu as cristallisée de ce moment et de tout ce cheminement jusqu'à franchir cette ligne d'arrivée? Bah, je crois justement que c'est un peu le cheminement quoi. C'est tout le tout ce parcours en fait, toutes les émotions qui traversent, qui tu vois. Quand je suis retournée à Paris depuis 2 ans, donc depuis que j'ai couru ce marathon, et ben maintenant quand je vois je sais pas quand je vois l'Arc de Triomphe, bah j'ai en tête mon départ. Quand je vois la Concorde, j'ai envie de faire pipi. Euh, quand je vois, enfin tu vois les quais de la Seine, bah je pense à ce tunnel un peu maudit et tout. Et donc jusqu'ici Paris c'était
associé à toute la vie que j'y ai vécue pendant 30 ans. Et maintenant, j'ai rajouté toutes ces images du marathon et toutes les émotions et le parcours associé à ce jour-là. Qu'est-ce que cette course t'a appris sur toi? Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied et plus globalement dans ta vie? Quel est l'avant-après marathon? Qu'est-ce qui est différent? Elle m'a vraiment révélé, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais elle m'a vraiment révélé cette pugnacité et ce côté bosseur et laborieux que j'avais au fond de moi, mais dont finalement je me rendais pas tellement de compte. Mais c'est vrai en général, dans ma vie de tous les jours, je me fixe un objectif et puis petit à petit, j'y vais à force de travail et tout. Et finalement, la course, alors que pourtant c'est pas une activité, encore une fois, qui me procure un plaisir fou quand j'y suis. Je veux dire, courir ne me procure pas un bonheur physique fou, mais je sais que ça me fait du plus de bien. Tu l'as dit un peu plus tôt dans le podcast, donc tu es autrice de BD et illustratrice, et donc tu as un projet en lien très direct avec le Marathon de Paris auquel tu as participé et qui t'a donné l'occasion de collecter un certain nombre d'anecdotes et de témoignages d'autres participants à ce marathon. Est-ce que tu pourrais partager peut-être une ou deux anecdotes qui t'auraient particulièrement marqué? Bah oui, parce que après ce marathon, il faut reconnaître aussi que du coup, toute cette expérience-là m'a pas mal obsédée et que j'avais envie de me pencher un peu plus sur ce sujet-là. De toute façon, j'avais pas le choix, quoi, parce que ça sortait pas de ma tête. Donc, comme en général, dans ces cas-là, j'ai commencé à dessiner, donc à raconter un peu mon histoire, mon parcours, et surtout à prendre un peu ces témoignages merveilleux que j'avais reçus. Et notamment, je peux te parler d'une coureuse anglaise qui s'appelle Seri et qui s'est réveillée un matin en se disant je vais courir un marathon pour mes 60 ans. L'idée saugrenue, elle avait jamais couru de sa vie, elle est absolument pas sportive, mais l'idée lui a traversé la tête et elle s'est dit allez, avant mes 60 ans, ça va être comme ça. Et elle en parle à sa fille qui lui dit ok, je te suis, moi aussi, pareil, pas du tout profil de coureuse ni rien. Et toutes les deux, elles ont décidé de faire ce premier marathon à Paris parce que Seri a un amour fou pour la France et il a passé a fait une partie de ses études à la Sorbonne. Et pendant un an, elles ont préparé ce marathon. Et ce qui je trouve merveilleux, c'est que à cette époque-là, donc sa fille s'était mariée, avait un boulot super prenant, et elles se sont retrouvées tous les dimanches matins à courir et à papoter, et après la course à se prendre un petit thé pâtisserie, tout ça, en fait, à passer un moment comme ça entre mère et fille à une époque de leur vie à toutes les deux où a priori elles auraient certainement dû un peu moins se voir. Donc ça c'est vraiment un témoignage que j'aime beaucoup et que je raconte pas mal dans ma BD parce que elles ont en plus eu le jour J une course particulièrement épique. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, avec autant d'enthousiasme et de spontanéité, le récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une incroyable façon et à vivre ce formidable accomplissement de devenir marathonienne. On va parler un peu maintenant d'avenir et de tes futurs projets. Est-ce que tu as des rendez-vous sportifs qui sont déjà prévus dans ton agenda 2021, en dépit des incertitudes qui planent malheureusement en ce moment ? Alors mon gros objectif qui était celui de 2020, c'était le cross du Mont Blanc, 23 km du Mont Blanc, qui a lieu fin juin. Et voilà, retourner et sur lequel je serai moi aussi, figure-toi. Mais je serai également. Et oui, j'ai mon dossard et je croise les doigts extrêmement fort en me disant que merci. Peut-être en juin, on pourrait envisager d'avoir une course et des objectifs auxquels s'accrocher. On en a besoin. Ça serait merveilleux parce que là, pour le coup, je sais pas, toi aussi, t'as dû passer par tirage au sort et tout. Et l'année dernière, moi, j'avais été tirée au sort, ça a été repoussé, donc un peu gros coup au moral, quoi. Et là, en plus, moi, je vais à Chamonix depuis que je suis enfant, donc c'est un rendez-vous familial aussi qu'on se ferait, donc ça me plairait beaucoup. Et puis passer au trail que je fais déjà un petit peu en forêt, qui je pense peut vraiment me plaire parce que j'aime bien le côté ludique.
aussi du trail qui change un petit peu d'allure, qui est un peu moins hypnotique que la course sur route. Et donc ça, ouais, si on croise tous les doigts, franchement, je suis sûre que ça va marcher. On devrait se croiser là-bas. Si on croise tout, on devrait réussir à se croiser là-bas. Ouais. Et puis plus proche, en fait, on parlait au début de notre entretien des sportifs qui m'inspiraient, et je te disais que c'était pas forcément ceux qui gagnaient des médailles, et c'est même ceux qui m'inspirent beaucoup, c'est même des amateurs, quoi. Et depuis la prépa marathon, je suis un groupe de coureuses qui s'appelle les Paris Marathon Girls, qu'on appelle plus communément les PMG. Et voilà, on est plein de filles comme ça, on se soutient, et ça permet de pas saouler nos entourages avec toutes nos histoires de course et nos questions, quoi. Et il y a quelques semaines, il y a une de ces filles qui s'appelle Cécile et qui nous a raconté qu'elle venait de courir son deuxième marathon. Donc le premier, c'était aussi le même que le mien en 2019, et là elle venait de faire son deuxième marathon en off, donc toute seule autour de chez elle. Et j'ai trouvé ça complètement fou parce que je pensais même pas que c'était envisageable, que c'était possible. Et ça m'a motivée. Et du coup, là, moi, je suis aussi en prépa marathon, et j'ai décidé de le courir en off. Donc, si tout se passe bien, fin avril, pour enfin boucler la boucle de ce marathon qui a eu lieu il y a 2 ans, et qui va se finir avec la sortie de ma BD qui raconte toute cette histoire. Génial, très beau projet. Eh ben écoute, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, comme le veut la tradition, mais plutôt le motto de la fin. Est-ce que tu peux partager avec nous une citation ou une devise qui t'est particulièrement chère et qui est une source d'inspiration pour toi dans la vie ? Alors en bon français, je te dirais step by step, mais étape par étape, quoi. Ou sinon, je peux te le dire de façon un petit peu plus poétique, façon vieux sage, tu vois. Souvent, je me dis que plutôt que de regarder le sommet de la montagne que je veux atteindre, faut surtout que je m'applique à franchir les petites collines qui vont petit à petit me rapprocher de ce sommet, quoi. C'est le principe du castor, on y revient, de petite brindille à petite brindille, et je vais arriver jusqu'au bout de l'ouvrage. Merci beaucoup pour ce motto très philosophique, Églantine. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets ce marathon de Paris mémorable. Bravo encore à toi pour ce très bel accomplissement. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets sportifs et personnels. Et évidemment, un joli succès pour ta BD qui va sortir fin avril. Voilà, je te dis à très bientôt. J'espère que ce sera sur les sentiers du marathon du Mont Blanc. Et puis si c'est pas là, il y aura sûrement d'autres occasions. En tout cas, merci pour tout et merci pour nos échanges. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. À très bientôt. Merci, Églantine. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.